Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire dans cette séance 4 du séminaire de coopération internationale, on va s'intéresser aux lieux différents et aux différents types de coopération qu'on peut avoir, on va dire plus généralement au niveau de l'arène internationale. Alors l'objectif de la séance, ou plutôt le plan de la séance 4, c'est dans un premier temps essayer d'explorer un petit peu ces questions du champ d'action ou des champs d'action de la diplomatie économique et leur mutation, parce qu'on parle de diplomatie économique, mais c'est quelque chose qui a évolué dans le temps. On va ensuite revenir sur cette espèce de dualité, ou plutôt cette relation ou cette interaction qui existe entre l'État ou les États et le marché, les marchés financiers par exemple. Et puis, dans un troisième temps, on va s'intéresser aux institutions internationales, notamment en ce qui concerne la diversité des types de négociations. On va voir qu'il y a plusieurs éléments à prendre en compte lorsque l'on veut observer une institution internationale, le nombre d'acteurs, le type de régulation, le type de règlement plutôt. Ça, c'est des choses qu'il faut effectivement prendre en compte. C'est des choses qui ont muté à travers le temps et c'est des choses qui effectivement peuvent s'observer en ce qui concerne les institutions internationales plutôt financière, plutôt économique. Alors comme exemple, on va regarder le Conseil de stabilité financière, ensuite l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, le Fonds monétaire international, le FMI, et puis en dernier point, on va faire une sorte d'application des choses qu'on a vues et puis aussi des choses qu'on a vues dans les séances précédentes. On va regarder en fait ce qui s'est passé lors de la crise financière asiatique, la crise asiatique qui a démarré en Thaïlande et qui s'est en fait propagée à toute la zone. Le FMI est intervenu durant cette crise financière. On va voir comment il est intervenu, pourquoi il est intervenu et quelles ont été les conséquences de cette intervention et à quel point le FMI en fait aurait eu un impact sur la souveraineté elle-même des États concernés par la crise. Alors, qu'est-ce que j'entends par la diplomatie économique en fait? C'est tout ce qui concerne les négociations, la diplomatie au niveau économique entre les États, la coopération, la négociation, etc. L'exemple que je donne, ça peut être les tarifs douaniers. Eh bien, on s'entendait souvent entre les États, si on devait s'entendre d'ailleurs, si on décidait ou non de s'entendre sur les tarifs douaniers. Eh bien, ça, c'est par exemple quelque chose qui est mis en place après une certaine diplomatie économique, possiblement. Avant, c'est vrai que la diplomatie économique avait un faible impact sur les politiques domestiques, c'est-à-dire qu'on n'était pas véritablement influencé au niveau interne des États, au niveau domestique, dans la manière qu'on avait de faire de la politique. On n'était pas véritablement influencé par la diplomatie économique ou par les intérêts économiques extérieurs à l'État. Vous aviez un focus de la diplomatie économique qui était très grand sur les mesures aux frontières en fait, hein. Et je donnais l'exemple des tarifs douaniers, mais c'était pendant une période le point central, le point le plus important en fait de la diplomatie économique, c'était savoir comment est-ce qu'on va s'entendre au niveau des tarifs avec les autres États. C'était aussi un domaine qui était clairement dominé par des officiels des gouvernements. C'est pas comme aujourd'hui, hein, quand vous avez un gouvernement ou une délégation étatique qui se rend au forum de Davos ou à l'OMC, qui parfois fait appel à certains chefs d'entreprise, par exemple. Eh bien, à l'époque, c'était pas du tout le cas, hein. C'était vraiment le domaine des officiels du gouvernement et c'est tout. Aujourd'hui, hein, quand on parle de la diplomatie économique, on peut effectivement comprendre qu'elle a une influence sur, ou plutôt dans l'intérieur ou à l'intérieur des frontières, hein. Quand on essaye de se mettre d'accord sur des mesures ou sur des standards ou sur des accords internationaux, notamment sur la fiscalité, eh bien ça, ce sont des mesures qui ont un impact à l'intérieur des frontières. Alors par rapport à aujourd'hui, la diplomatie économique a un impact bien plus conséquent sur l'intérieur ou à l'intérieur des frontières entre les États. J'ai donné un exemple, c'est celui de la fiscalité. Lorsque vous avez l'Union européenne ou plusieurs États qui font pression sur la Suisse pour l'échange automatique d'informations au niveau bancaire, eh bien ça, ce sont des choses qui ont été développées, enfin plutôt négociées au niveau économique, au niveau financier entre les États. Ça a été imposé à l'intérieur, et bien évidemment ça a été imposé par rapport au secret bancaire suisse, qui est une loi fédérale, qui est une loi en fait interne au droit suisse. Additionnellement, vous avez des acteurs différents de la diplomatie économique. Alors déjà au niveau entre acteurs publics et acteurs privés, je vous ai donné un exemple avec le forum de Davos et puis des délégations qui sont
un mélange entre des acteurs officiels, mais aussi des chefs d'entreprise. Mais vous avez aussi un fractionnement au niveau même des acteurs officiels, c'est-à-dire que vous allez avoir plusieurs commissions, plusieurs ministères, des agences publiques, que ce soit de régulation ou qui ont un impact sur le commerce ou je ne sais quoi. Eh bien, ça, ce sont des acteurs officiels. Pour autant, il y en a énormément plus qu'avant, alors que c'est vrai que par le passé, la diplomatie économique passait exclusivement par des officiels du gouvernement. C'était un petit peu eux qui décidaient, qui faisaient la pluie et le beau temps sur la diplomatie économique en tant que telle. Eh bien, on a des acteurs, on a une multiplication des acteurs, que ce soit entre le privé et le public, mais même à l'intérieur du public. Et puis on a évidemment un impact conséquent des lois internationales sur les normes nationales. Ça, alors j'ai donné l'exemple effectivement avec le secret bancaire, avec la fiscalité, mais vous avez d'autres exemples comme les accords de Bâle, qui sont des accords en fait bancaires sur lesquels les États en fait décident d'appliquer plus ou moins les mêmes standards, les mêmes règles. Dans le cas précis des accords de Bâle, on va souvent parler des accords sur les exigences en termes de fonds propres des banques. Eh bien ça, c'est effectivement des choses qui sont appliquées dans la pratique des banques suisses, mais aussi françaises, etc. Alors elles sont plus ou moins établies de manière différente. Il y a beaucoup de variations dans la manière d'appliquer ces réglementations, mais bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est effectivement d'essayer de comprendre que, eh bien, les lois internationales ont un impact véritable sur, ou plutôt à l'intérieur des frontières, dans la pratique des acteurs économiques. Et donc ça illustre clairement les mutations de la diplomatie économique en tant que telle. Alors j'ai parlé des acteurs privés. Bah oui, le monde des affaires a un impact croissant dans la politique intérieure des États, que ce soit des entreprises domestiques qui ont une influence sur la manière que leur gouvernement va avoir de mettre en place ou de négocier certaines choses au niveau international, mais vous allez aussi avoir la réciproque ou l'inverse plutôt avec des multinationales ou des entreprises d'un autre État qui vont vouloir imposer certaines choses dans d'autres États, etc., etc. Donc vous avez une multiplication des acteurs, vous avez une multiplication des enjeux, hein, c'est plus seulement les frontières qui sont importantes, c'est plusieurs choses, c'est plusieurs technologies, c'est plusieurs manières de faire de l'économie. Eh bien, la diplomatie économique, effectivement, elle a explosé, en fait, elle a énormément muté à travers le temps. Et c'est notamment dû à, bah, d'une part, la mondialisation, l'ouverture, enfin, le libre-échange et consorts, mais aussi à l'évolution du marché, des marchés internationaux. Comment est-ce qu'on peut observer, évaluer, identifier cette relation ou cette coopération qui pourrait exister entre le marché et les États? Parce que j'en ai souvent parlé, hein, vous avez la slide suivante, c'est une slide que vous avez déjà vue, cette espèce de nouvelle diplomatie qui existe entre les États entre eux, mais aussi les États entre les firmes et les firmes entre elles. Eh bien, ça, c'est une nouvelle manière de vouloir concevoir la diplomatie économique. Mais est-ce qu'on peut véritablement parler, dans ce cas, du marché comme un acteur en tant que tel? Alors, ma vision, et puis celle de la majorité aussi, c'est que, en fait, le marché, c'est pas une entité autonome, hein. C'est une structure, c'est un système qui répond aux lois de l'offre et de la demande, tout simplement. Bon, pas nécessairement, parce que quand il y a une panique sur les marchés, c'est pas forcément quelque chose de très rationnel. Mais en tout cas, le résultat de ces paniques, effectivement, est une illustration de l'offre et la demande. Si on panique sur les marchés, qu'on est investisseur et puis qu'on décide de vendre une action pour une entreprise, vous allez avoir d'autres investisseurs qui détiennent des actions de cette entreprise-là qui vont vouloir vendre immédiatement aussi en se disant ah, mais c'est pas normal parce qu'il y a cette autre personne qui a vendu toutes ses actions d'un coup, donc c'est qu'il doit y avoir un problème. Donc ils vont vendre. Alors ça, c'est un vent de panique, c'est pas nécessairement quelque chose de très très rationnel, donc c'est pas vraiment offre et demande comme on le voit au niveau, comme on le voit au niveau économique, mathématique. Mais les conséquences de tout ça, eh bien, c'est effectivement une illustration de l'offre et la demande. Si moi je vends toutes mes actions Apple, par exemple, d'un coup brutalement et qu'il y a d'autres personnes qui suivent, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir plus d'actions Apple sur le marché, dans le système, et donc le prix de l'action va baisser puisqu'il y a plus d'offres que de demandes. Et donc là, vous avez une illustration de l'offre et la demande. Donc le marché, malgré tout, reste un système qui répond à une logique d'offre et de demande. Donc le marché, c'est un instrument, c'est un outil, c'est un lieu surtout, mais c'est pas un acteur de l'arène internationale à part entière. En revanche, comme je disais, vous avez des agents qui opèrent dans le marché ou dans les marchés et qui peuvent être des acteurs, eux, de l'arène internationale et des processus de coopération.
On en a parlé justement des firmes qui négocient avec les États, qui négocient entre elles, les États qui négocient aussi entre eux. Tout ça, c'est une manière de concevoir la diplomatie économique dans les faits, mais aussi dans l'analyse, puisque ça, c'est une vision relativement récente des relations internationales, dans le fait de prendre d'autres acteurs, en tout cas des acteurs non étatiques, qui ont malgré tout un rôle important, un rôle conséquent, pertinent dans l'analyse des relations internationales. Alors en ce qui concerne les institutions internationales, parce que ça aussi c'est des acteurs des relations internationales, on retrouve différents types ou une diversité des types de négociations. Alors très brièvement, vous avez les négociations bilatérales qui sont tout simplement entre deux parties. Vous avez deux États qui négocient entre eux, on va appeler ça une négociation bilatérale. Vous allez avoir des négociations plutôt régionales. Là on va parler de négociations où vous avez des groupes de parties limitrophes, proches, hein, des États qui sont voisins et qui veulent éventuellement promouvoir l'intégration au marché, ça va typiquement, ça pourrait être l'Union européenne, je pense. Vous avez les négociations plurilatérales. Là, c'est des négociations entre des États qui sont en connivence, hein, qui ont plus ou moins la même manière de penser, qui sont relativement similaires, en tout cas en termes on va dire, de système, on va dire de consensus éventuellement. Là, vous avez l'exemple parfait, c'est l'OCDE, c'est aussi le G8, le G20 et consorts. C'est des types de négociations qui sont effectivement préférables pour des États qui partagent une vision assez similaire selon les enjeux économiques. Et puis finalement, vous avez les négociations multilatérales, celles-là vous les connaissez bien, c'est les institutions globales comme l'OMC, l'ONU, le FMI, qui devraient normalement concerner tout le monde. C'est effectivement des plateformes de négociation qui sont préférables pour adresser des enjeux où tous les États doivent être impliqués. Alors vous n'avez pas seulement la diversité en termes de type de négociation, vous avez aussi une diversité en termes de structure, hein, en termes de régimes qui peuvent être différents selon les institutions. Elles ne sont pas toutes constituées pareillement, elles n'ont pas toutes des règles qui sont similaires. Eh bien ça, c'est des choses qu'il faut regarder lorsque vous allez vous intéresser aux institutions internationales. C'est effectivement voir comment fonctionnent les régimes différents des institutions. Elles n'ont pas toutes le même impact, elles n'ont pas toutes la même manière de participer aux relations internationales, mais aussi de se structurer, de fonctionner et de se constituer. C'est-à-dire que les règles internes aux institutions internationales peuvent être effectivement fondamentalement différentes, et ça, c'est des choses que vous allez devoir regarder. Typiquement, le premier exemple, c'est le nombre d'acteurs et puis le nombre de veto players, c'est-à-dire que dans une institution internationale et dans, on va dire, les mécanismes de décision, vous avez différents impacts des acteurs qui composent ces institutions internationales. Imaginez une institution globale comme l'OMC par exemple, où vous avez beaucoup d'États qui sont participants, qui sont membres. Comment est-ce que les décisions sont passées? Imaginez pour une institution dans laquelle vous avez beaucoup d'acteurs et puis qu'il faut, je sais pas moi, que des nouvelles mesures, pour que l'OMC puisse mettre en place de nouveaux accords qui concerneraient tout le monde. Imaginez si par exemple tous ces acteurs, hein, c'est un peu moins de 200 acteurs, donc les États avaient en fait un pouvoir de veto. C'est-à-dire que pour qu'une décision à l'OMC soit prise, il faudrait avoir en fait l'unanimité sur chaque décision, sur chaque processus, sur chaque proposition de loi ou d'accord ou de traité, etc. Ce serait effectivement invivable. En revanche, pour une institution un peu plus petite, on peut considérer l'unanimité. Donc ça, c'est aussi des choses que vous allez devoir effectivement prendre en compte parce qu'elles sont très importantes. Une institution n'a pas les mêmes règles de fonctionnement, n'a pas les mêmes règles de négociation, mais aussi de prise de décision, de débat, de discussion sur certains enjeux. C'est effectivement des choses qui sont importantes. Et vous n'avez pas non plus les mêmes types d'enjeux qui sont sur les tables des négociations, et c'est pour ça qu'il y a plusieurs institutions internationales. Vous avez l'OMC au sens large qui va plutôt traiter des problématiques et des enjeux du commerce international, mais par exemple le comité de Bâle, qui est une institution dont j'ai souvent parlé, qui elle s'intéresse principalement au contrôle du capital au niveau des banques, c'est-à-dire comment définir le capital et quelles sont les limites qu'on peut poser de manière prudentielle. Ça, c'est vrai que l'enjeu est très spécifique. Il est quand même beaucoup basé sur le système bancaire,
sur les exigences en matière de fonds propres. C'est effectivement des enjeux qui sont traités par les accords de Bâle et qui ne sont pas nécessairement traités par d'autres institutions. Donc c'est pour ça aussi qu'on a beaucoup d'institutions qui fonctionnent elles-mêmes aussi différemment entre elles, parce qu'on a des enjeux qui sont différents, qui doivent être traités peut-être de manière différente aussi. Et ça a un lien direct sur la mise en application des processus de décision de ces institutions. Vous avez cette fameuse différence entre les hard laws et puis les soft laws. D'un côté, les hard laws, c'est effectivement une judiciarisation de la politique internationale, c'est-à-dire que vous avez des lois en fait qui impliquent une contrainte. On va parler de lois contraignantes, c'est-à-dire que les États vont effectivement devoir être en conformité avec ces hard laws, parce que si c'est pas le cas, eh bien, ça peut entraîner des répercussions. Ça peut entraîner, s'il y a violation d'une loi internationale, ça peut entraîner effectivement des répercussions. Vous avez les soft laws de l'autre côté, qui, elles, sont plus axées sur une idée d'accord, de consensus décentralisé. Les exemples que j'ai donnés pour les hard laws, c'est les mécanismes d'arrangement au sein de l'OMC. Et puis, au niveau des soft laws, les accords de Bâle, par exemple, c'est des accords que les États peuvent effectivement signer. Ils peuvent tous signer, il y a même tous les États de la planète qui peuvent signer ces accords. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils sont contraints ou qu'ils sont obligés absolument de les respecter. Il ne devrait pas y avoir, en tout cas sur un plan formel, on va dire judiciaire, il n'y aurait pas de répercussions à ce qu'un État ne respecte pas nécessairement les accords de Bâle. Alors pour tenter d'illustrer les éléments dont je viens de parler, je voulais revenir sur différentes institutions internationales financières, économiques. La première, c'est le Conseil de stabilité financière, l'ancien FSB. Ensuite, on va regarder l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, et puis le FMI. Et vous allez voir, quand ces trois institutions, si on revient un petit peu sur les éléments dont je viens de parler, eh bien, on a des fonctionnements qui sont assez différents, qui sont assez variés. Et c'est effectivement assez intéressant de voir ces différences entre les institutions, puisque ces institutions-là vont avoir des impacts sensiblement différents dans leurs actions sur la scène internationale. On va voir évidemment notre exemple, celui qu'on va regarder, l'application qu'on va faire, c'est celui du FMI dans la crise asiatique. On avait déjà vu comment le FMI était intervenu durant la crise grecque en Europe, plus généralement les fonds souverains européens. Et donc on va commencer du coup par le Conseil de stabilité financière. Dans ce Conseil de stabilité financière, vous avez une assemblée plénière dans laquelle vous avez 54 représentants de 25 juridictions, ça veut dire 24 pays plus l'Union européenne. Vous avez 6 représentants de 4 institutions financières internationales, comme la Banque mondiale, le FMI, l'OCDE, etc. Vous avez 9 représentants de 6 organismes de régulation / supervision et autres entités. Et vous avez un fonctionnement qui est basé sur le principe de persuasion et de pression entre les pairs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que, en fait, on va tenter de discuter entre nous, on va essayer de se convaincre plutôt que d'essayer d'imposer quelque chose. C'est-à-dire que les décisions, ou en tout cas les rapports, les volontés vont se faire plutôt sur une base de consensus. Vous n'avez pas d'obligation à tenir des engagements et vous avez une volonté de construire des dynamiques de renforcement de la stabilité à travers la mise à l'agenda des risques financiers globaux. Typiquement, le Conseil de stabilité financière, c'est un organisme qui, en fait, va faire beaucoup de rapports, qui va publier beaucoup de ces rapports justement pour essayer d'attirer l'attention des États sur les problèmes qui sont peut-être à venir, les problèmes qui sont actuels, les manières peut-être de pouvoir régler certains de ces problèmes, ou en tout cas y faire attention. En fait, le Conseil de stabilité financière va émettre énormément de recommandations. Il va essayer d'avoir en fait un impact plus axé sur la centralisation de la connaissance et sur la détermination des enjeux actuels et à venir. Quand vous regardez l'OMC, par contre, eh bien, vous avez une structure et un fonctionnement qui est déjà bien différent du Conseil de stabilité financière. Les membres, vous le savez, ce sont les États, ce sont les gouvernements. Les décisions sont prises par consensus par les gouvernements membres. Bon, alors j'ai utilisé le terme consensus aussi avant, mais je voulais dire dans un sens plutôt informel. C'est-à-dire qu'on essaye plus ou moins de se mettre d'accord ou d'aller dans la même direction. Là, quand on parle de consensus à l'OMC, il y a effectivement des décisions qui sont prises plutôt de manière formelle. C'est-à-dire qu'à l'OMC, on va décider, on va voter de certaines choses alors que
dans le Conseil de stabilité financière, il y aura plutôt une volonté d'éclairer par l'expertise, par l'analyse des enjeux. Et ce n'est pas le cas directement de l'OMC. Hein. L'OMC, effectivement, vous avez des décisions qui sont prises entre les gouvernements, et puis vous avez chaque État qui représente une voix. Et ça, quel que soit le poids politique ou économique des États, vous avez un État, une voix. Alors là, c'est important. J'ai parlé tout à l'heure des mécanismes d'arrangement au sein de l'OMC en faisant référence aux hard laws, mais attention, ce n'est pas l'OMC qui met en place, par exemple, des sanctions commerciales. Ça reste les États qui mettent en place ces sanctions. C'est pas l'OMC. Il n'y a pas une pression de l'OMC pour mettre en place des sanctions, pour appliquer en fait les hard laws. C'est pas l'OMC qui les fait respecter. Ce sont les États constituants de l'OMC qui le font eux-mêmes. Et finalement, on en vient au Fonds monétaire international, le FMI. Alors pourquoi est-ce qu'il est intéressant, voire même peut-être plus intéressant que les autres, ce Fonds monétaire international? Eh bien, c'est parce que, et ça on l'a déjà vu en fait dans les lectures que vous avez eu à lire dans ce séminaire, on a vu que le Fonds monétaire international, c'est peut-être pas l'institution internationale la moins biaisée du monde. Vous avez vu qu'il y a un pouvoir américain au sein de l'OMC qui est quand même extrêmement conséquent. Alors en termes de structure, qu'est-ce qui se passe au niveau du FMI? Eh bien, vous avez une délégation des pouvoirs qui est faite au Conseil des gouverneurs. C'est le Conseil des gouverneurs dans le FMI qui a vraiment en fait le pouvoir parce que les gouverneurs sont nommés par les pays. Ce sont les pays membres du FMI qui envoient leurs gouverneurs au FMI. Vous avez aussi un conseil d'administration, et là où il peut y avoir aussi des votes formels, où en fait vous avez un pays, une voix, là il y a une égalité entre les membres, mais aussi un nombre de voix en fonction de votre importance économique. On va parler d'une quote-part. Donc on va avoir en fait une puissance de vote qui est déterminée par le poids économique des pays. C'est-à-dire que 50% de ces quote-parts est attribuée à la part dans la moyenne mondiale du PIB. Donc plus une économie, un pays a un poids élevé dans l'économie mondiale, plus elle a un PIB élevé, plus elle va avoir un poids économique, elle va avoir un poids dans les mécanismes de décision du FMI. Vous avez aussi le degré d'ouverture d'un pays, d'une économie qui va avoir son importance. Vous avez aussi la variabilité économique. Je ne vais pas revenir sur les détails. Vous avez aussi la taille des réserves de change, c'est-à-dire les avoirs des devises étrangères ou en or. Par exemple, si vous avez, je ne sais pas moi, l'Espagne qui a énormément de devises étrangères, qui a en fait une quantité assez élevée de devises étrangères. C'est pas de l'euro, on va regarder combien de dollars elle a, combien de yens elle a par exemple. Eh bien, cette taille, cette quantité de réserve de change va être peut-être déterminante, en tout cas à hauteur de 5%, donc c'est pas élevé, mais ça va quand même être un peu déterminant sur le pouvoir que l'Espagne peut avoir au sein du FMI. Donc vous voyez que au final, ce FMI, il est quand même quasiment designé pour les grandes puissances, notamment européennes, mais surtout pour les États-Unis. Évidemment, les États-Unis, c'est ceux qui ont la part dans la moyenne mondiale du PIB qui est la plus grande, qui ont le plus de réserves de change, etc. Donc vous avez effectivement un fonctionnement qui correspond, en tout cas qui arrange plutôt bien les États-Unis et qui arrange aussi beaucoup les grandes puissances européennes, les grandes puissances financières aussi. Le Japon, par exemple, a pas mal de pouvoir dans le FMI. Et donc, ce qui est intéressant, en fait, c'est de constater qu'au niveau du FMI, eh bien, là, on a des États qui sont plutôt en connivence, qui ont le plus de pouvoir. C'est des États relativement similaires. On va parler des pays développés, industrialisés, occidentaux surtout. Et c'est des États qui sont plus ou moins d'accord entre eux sur la manière en fait de faire de l'économie, de faire de la finance. Et malgré tout, ce Fonds monétaire international, eh ben, c'est quoi son but au Fonds monétaire international? Notamment, c'est de venir en aide aux pays qui en ont besoin. Mais en gros, on va venir en aide aux pays qui en ont besoin sur la base d'une idéologie qui est en fait celle des pays riches, des pays puissants occidentaux. Alors on en vient finalement à notre cas, à notre étude de cas, c'est-à-dire la crise financière, la crise asiatique et l'intervention du FMI. Alors on va voir en fin de séance pourquoi est-ce que le FMI a été vivement critiqué, a été vivement contesté durant cette intervention et après l'intervention. Ça c'est quelque chose qu'on va regarder ensemble, essayer de comprendre ensemble
pourquoi, mais on va, il est vrai, majoritairement s'intéresser à la crise financière en tant que telle qui s'est produite. On va essayer de comprendre pourquoi est-ce que les monnaies de la région, en fait, ont subi une énorme dévaluation, très soudaine, très brutale. On va essayer de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé, comment la crise financière s'est mise en place. Ça, c'est des choses qu'on va voir ensemble, évidemment en évitant trop de mathématiques, mais voilà ce qu'on va voir pour cette crise. Alors avant de parler de la crise en tant que telle, il faut effectivement revenir sur le contexte, revenir sur ce qui s'est un petit peu passé avant au niveau de l'Asie du Sud-Est. Vous avez effectivement la crise qui éclate en Thaïlande en 1997. Là, ça va être effectivement le point de départ de la crise financière. Mais on peut imaginer, comme toutes les crises d'ailleurs, que les problèmes ont commencé plus tôt. Évidemment, quand vous parlez d'une bulle immobilière, eh bien, il a fallu que la bulle grossisse et puis qu'elle éclate. Mais il y a toute une construction, il y a toute une mise en place de certains contextes qui ont eu lieu avant. Et dans le cas de la crise asiatique, eh bien, ça commence dès les années 80. Vous avez effectivement les investisseurs, des investisseurs internationaux qui s'intéressent de plus en plus aux pays émergents. Hein, on va parler de l'Asie principalement et sans compter la Chine, parce qu'à cette période, la Chine, eh bien, elle n'était pas aussi puissante économiquement qu'elle l'est aujourd'hui. Alors vous avez une sorte de mode qui se développe au niveau des investisseurs. Tout d'un coup, on se rend compte que en fait, l'Asie, c'est un endroit, c'est un pays, c'est une région dans laquelle ça pourrait être extrêmement profitable d'investir. Pourquoi? Eh bien parce que on a pu constater en quelque sorte un potentiel de développement assez énorme. On a eu une illustration de ce développement justement avec ce qu'on a appelé le miracle asiatique, avec les 4 dragons, hein, la Corée du Sud, Taïwan, Singapour et Hong Kong. À partir des années 50, vous allez avoir un rattrapage absolument phénoménal de ces économies au niveau du développement. Hein, c'est des économies qui vont se développer énormément, qui vont se développer très rapidement, et on va effectivement parler de ce phénomène comme le fameux miracle asiatique, là où on a vu en fait des économies exploser, se développer extrêmement bien. Regardez aujourd'hui la Corée du Sud, regardez aujourd'hui Singapour, c'est des économies qui sont totalement développées, qui sont des économies extrêmement riches, qui sont très modernes. Et c'était pas du tout le cas en fait dans les années 50 où il y a eu cette espèce de démarrage économique. La Corée du Sud, c'était pauvre dans les années 50 et pourtant, à travers diverses stratégies de développement, on va souvent parler de l'extraversion en ce qui concerne la Corée du Sud et certains pays de la région, mais effectivement ces États, enfin plutôt ces économies font preuve d'une stabilité macroéconomique très intéressante. C'est des économies qui sont effectivement très stables. On a peu d'inflation en moyenne et on commence à imaginer que ça pourrait être le cas d'autres économies de la région, d'autres pays de l'Asie du Sud-Est, comme le Vietnam, la Thaïlande, l'Indonésie. Il faut comprendre une chose, c'est que à cette période-là, dans les années 80, eh bien, on est en plein dans ce que vous avez d'ailleurs vu dans les séances précédentes, et notamment durant la séance 2, on est en pleine vague de libéralisation, hein, libéralisation financière, de financiarisation aussi en tant que telle, et donc idéologiquement parlant, eh bien, on commence à se dire progressivement que le développement peut s'opérer efficacement plutôt grâce au marché, grâce à l'investissement privé, et pas nécessairement, pas forcément grâce à l'argent public et aux stratégies en fait des gouvernements en matière de développement. Donc c'est vrai qu'on va parler d'une forme d'engouement. Tout d'un coup, ça va être une sorte de mode. Hein. On va s'intéresser très rapidement aux pays que j'ai donné en exemple, hein, en se disant qu'on va faire un excellent profit. Regardez ce qui s'est passé avec les 4 dragons, c'est sûrement la même chose. Et puis vous avez à cette époque hein, le FMI qui est le premier à dire que justement l'Indonésie, que la Corée du Sud, ce sont des pays absolument incroyables dans lesquels il faut absolument investir, il faut que le marché, il faut que l'investissement privé fasse sa part du job, si je puis dire, pour justement permettre un développement aussi dans ces pays-là. Donc à ce moment-là, à partir des années 80, et puis ça va exploser dans les années 90, beaucoup d'investisseurs étrangers qui veulent leur part du gâteau, hein, qui veulent participer à ce développement, puisque eh bien, il y a de l'argent à faire, il y a une économie à développer, et donc on veut investir, on veut stimuler le financement dans ce pays-là pour pouvoir justement bien, faire du profit. En quelques années, vous avez les flux de capitaux qui explosent dans la direction de ces pays.
Vous regardez le tableau à droite, celui d'en haut, vous regardez effectivement l'augmentation radicale entre 1994 et 1995 de l'encadré en rouge. Et là, ça concerne surtout les prêts à court terme. Vous passez en 94 de 9,9 à 35, c'est quand même assez énorme. Entre 96 et 97, là, boum, vous avez un 39 à moins 35. Donc on voit déjà comment la crise financière a fait se retourner en fait les flux de capitaux. Et justement, ces flux de capitaux, alors c'est pas juste des investissements directs à l'étranger, les FDIs, c'est aussi, comme je l'ai évoqué, des prêts à court terme par les banques occidentales vers des banques asiatiques. C'est-à-dire que c'est des banques occidentales qui vont en fait prêter l'argent, qui vont prêter du capital aux banques asiatiques. Mais malgré tout, eh bien, les investisseurs, ils veulent investir dans ces pays-là, mais ils veulent avoir une certaine garantie. Ils ne veulent pas investir sans avoir des garanties, sans avoir en fait la possibilité de pouvoir se retirer le moment venu. En fait, c'est surtout ça qui fait peur aux investisseurs en règle générale, c'est ne pas pouvoir se retirer pour éviter justement de subir des pertes beaucoup trop grandes. Et en fait, l'idée de vouloir offrir certaines garanties aux investisseurs, eh bien, ça va être l'un des points centraux de cette crise, dans la mesure où, comme la crise en fait démarre depuis la Thaïlande, qui elle-même voulait en fait fixer sa monnaie sur le dollar, eh bien, vous allez avoir une propagation en fait de cette crise qui est partie justement de cette volonté de pouvoir garantir aux investisseurs une certaine sécurité, la possibilité en fait de pouvoir se retirer le moment venu si jamais il y a un problème. Alors les banques locales, les banques par exemple de Thaïlande, elles voulaient effectivement continuer d'attirer les capitaux étrangers et donc pour ça, comme je le disais, il fallait promettre aux investisseurs de pouvoir se retirer le moment venu, le moment où ils le souhaitent. Si jamais ils sentent le vent tourner, il faut leur dire, bon, vous pouvez investir chez nous, vous devez investir chez nous même, mais si jamais il y a un problème, nous, on est là pour assurer, en fait, vous assurer le fait de pouvoir partir et pas de perdre en fait trop d'argent. Donc c'est ce qui s'est un petit peu passé au niveau de la crise financière, c'est-à-dire qu'on a voulu attirer les investisseurs étrangers, on a voulu attirer des capitaux, mais pour ce faire, on a donc offert plusieurs types de garanties aux investisseurs, une sorte de sécurité pour eux, mais en faisant ça, eh bien, c'est la Thaïlande, c'est l'Indonésie qui, elle, au contraire, prenait en fait plus de risques, et on va voir pourquoi dans un deuxième temps. Mais ce qui se passe, c'est que le gouvernement, par exemple thaïlandais, je vais rester sur la Thaïlande d'ailleurs, eh bien, va assurer la convertibilité de la monnaie, c'est-à-dire qu'il va en fait se charger d'emprunter l'argent en dollars et de le convertir en baht pour pouvoir l'investir sur place. Le baht, c'est la monnaie thaïlandaise. Le baht, il faut savoir qu'il était fixé sur le dollar, la valeur relative de la monnaie thaïlandaise était fixée sur la valeur du dollar, sur les variations de celle du dollar. Les autorités thaïlandaises, le gouvernement va jouer un rôle énorme dans ce système, dans la convertibilité de la monnaie, dans le maintien et la stabilité de la valeur du baht, la valeur de la monnaie en la fixant sur celle du dollar. Et vous vous retrouvez en fait dans une situation où quand vous êtes en pleine croissance et en plein boom, bien, tout va bien parce que l'argent arrive en flux continu. Mais le problème, c'est que les banques asiatiques, en recevant beaucoup de cet argent, des investisseurs, en fait, elles-mêmes font des prêts auprès des banques occidentales, eh bien, elles vont avoir énormément d'argent et comme la plupart du temps, et ça je l'ai déjà dit dans les séances précédentes, eh bien, quand l'argent devient facile, parce que plus on a de capital à disposition, plus le crédit est simple à faire. Moins l'argent coûte cher, on a moins d'intérêt, c'est moins cher d'emprunter de l'argent, c'est moins cher d'acheter de l'argent en quelque sorte. Et donc, ce qui va se passer, c'est que plus c'est facile, moins c'est cher de créer des prêts, de faire du crédit quand on est une banque asiatique, quand on est une banque thaïlandaise, eh bien, moins on est regardant sur les investissements qu'on contracte, sur les crédits qu'on met en place pour les particuliers, pour les investisseurs, pour les entreprises locales. Les banques asiatiques vont faire énormément de crédits aux entreprises, aux particuliers, pour notamment investir dans le logement et la consommation. Mais normalement, en fait, en stimulant le financement de l'économie, l'argent, il aurait dû servir comme une base, en fait, au développement. Mais comme je l'ai dit,
beaucoup de cet argent, beaucoup de ces prêts, beaucoup de ces flux de capitaux, beaucoup de ce capital va être utilisé en fait pour de la consommation pure et dure, pour des prêts qui ne sont pas forcément solides et qui va en fait de plus en plus nourrir cette bulle financière, nourrir des investissements qui sont pas de très bonne qualité, hein. Plus vous prêtez de l'argent, moins vous regardez ce que vous prêtez, puisque l'argent arrive en continu. Et qu'est-ce qui se passe? Si l'argent que vous prêtez, il n'est pas rentable, c'est-à-dire que vous ne pouvez même pas être remboursé, qu'est-ce qui se passe? Il y a un vide dans les caisses. Et les banques, qu'est-ce qu'elles vont devoir faire? Les banques asiatiques vont devoir rembourser leurs créanciers. Mais si l'argent du prêt ou du crédit qu'elles ont effectué auprès d'une entreprise ou auprès d'un particulier n'est pas remboursé, elles doivent quand même rembourser les créanciers occidentaux, les banques occidentales. Et donc on va avoir un problème qui en fait se répète, hein, comme très souvent dans beaucoup de crises financières. Mais là, vous avez aussi une bulle immobilière qui va grossir énormément parce que plus l'argent arrive en nombre, en grande quantité, et puis surtout avec des intérêts très bas, puisque le capital est là, l'argent est à disposition, on va avoir des projets financiers, des projets plutôt immobiliers assez dantesques, qui ne sont pas forcément ultra solides, qui vont probablement finir par s'écrouler. Donc en fait, on gonfle une bulle immobilière, on gonfle une crise financière. En fait, on est en train de progressivement scier la branche sur laquelle on est assis. Et ça, justement, hein, cette idée de crédit qui est fait un petit peu à tout va de la part des banques, de la part des institutions financières privées de Thaïlande, ça va être vu, ça va être observé aussi par les investisseurs eux-mêmes qui vont progressivement se dire, mais attends, ils investissent un peu à tout va, on est en train de nourrir une bulle immobilière, est-ce que ça ne risque pas de nous éclater au visage tout ça? Et donc les investisseurs étrangers vont prendre peur. Ils vont vouloir retirer leur argent très rapidement. En parallèle, on a la bulle financière qui va finir par éclater de toute façon et qui éclate. Et les créanciers, d'ailleurs les créanciers ont fait des prêts à court terme, ils vont décider de ne plus prêter aux banques thaïlandaises. Ils vont d'ailleurs vouloir récupérer leur argent aussi. Et les banques thaïlandaises, elles vont pas pouvoir rembourser cet argent parce qu'elles ont fait des prêts, parce que ces prêts n'ont pas eu le temps en fait d'être remboursés par les entreprises locales ou les particuliers qui auraient eu besoin de plus de temps pour rembourser ces prêts. Les banques thaïlandaises doivent malgré tout rembourser ces prêts puisque elles ont assuré aux créanciers étrangers, elles ont assuré aux banques occidentales que comme c'était des prêts à court terme, elles pouvaient retirer leur argent, elles pouvaient être remboursées immédiatement. Et ça déjà c'est un gros problème. Pire encore, le coût des emprunts des banques thaïlandaises auprès des banques occidentales s'agrandissait à mesure que le baht, la monnaie, en fait la valeur de la monnaie chutait de manière assez intensive. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand on a une économie qui semble ne plus être en mesure de pouvoir rembourser certains de ses prêts, de pouvoir continuer en fait à faire fonctionner l'activité économique, on a une valeur de la monnaie, hein. C'est un des premiers indicateurs d'un problème économique ou d'une crise financière. C'est la perte de la valeur de la monnaie. La monnaie thaïlandaise va s'effondrer. Et là, on va avoir une crise économique, enfin une crise monétaire d'abord, hein, qui est évidemment une crise de confiance et qui va devenir une crise de confiance et se propager dans tous les pays asiatiques similaires comme l'Indonésie, la Corée du Sud, la Malaisie. Parce qu'on n'avait pas juste investi en Thaïlande, hein, on avait investi aussi en Indonésie. Et ces pays vont être durement frappés par cette panique des investisseurs et puis ce choc sur le marché monétaire, hein, cette perte de valeur radicale de la monnaie thaïlandaise. On n'aura plus confiance dans l'économie thaïlandaise. On a prêté beaucoup d'argent à la Thaïlande, mais on veut récupérer l'argent tout de suite. Et si on ne peut pas le récupérer tout de suite, c'est des pertes. Vous avez une crise économique qui, effectivement, se transmet, hein, se propage dans les autres pays. On se dit, ah, mais si la Thaïlande s'est écroulée, évidemment que les autres pays vont s'écrouler aussi. Donc on a tout d'un coup de l'argent qui était venu un peu comme ça par miracle, qui était revenu massivement depuis les années 80 et qui s'était intensifié dans les années 90. Et maintenant, cet argent, on dit, finalement, on veut récupérer notre argent, hein. C'est très schématisé, hein, c'est très grossier ce que je raconte, hein. Mais c'est un petit peu ça qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on a eu une perte de confiance dans les économies de la région et pas seulement la Thaïlande. Et donc, du coup, la Thaïlande, l'Indonésie, qui eux avaient fait des investissements, avaient contracté des prêts, avaient lancé des projets économiques, se retrouvaient en fait avec plus rien et avec une monnaie qui était plus du tout en mesure de pouvoir rembourser ses prêts, qui était plus en mesure de pouvoir en fait répondre convenablement à la crise financière qui était en train de se produire.
Alors, je suis passé un petit peu rapidement hein, sur cette crise financière, mais c'est pour mieux pouvoir aller dans les détails à partir de maintenant. C'est-à-dire que je voulais regarder ensemble avec vous certains mécanismes en détail qui sont à la base, ou en tout cas qui sont des éléments cruciaux de cette crise financière qui a débuté en Thaïlande et qui s'est propagée sur une multitude de pays de l'Asie du Sud-Est. Premier élément, eh bien, c'est une mauvaise gestion du risque. On va y revenir, on va essayer de comprendre pourquoi. Vous avez ensuite le fait que la monnaie soit fixée sur une autre monnaie. Hein. Typiquement, le baht était fixé sur le dollar. On va essayer de comprendre pourquoi c'était important et pourquoi ça avait un impact. Et puis, évidemment, l'assurance de convertibilité de la part des autorités des banques. Et puis, en troisième point, vous avez l'empreinte de devises étrangères par les banques locales, ça on va aussi essayer de comprendre pourquoi, et en point final, les attaques spéculatives sur la monnaie, sur les monnaies de la région, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que en fait des spéculateurs, des financiers, des traders en fait ont commencé à faire des attaques sur la monnaie de ces pays-là, qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce qu'une attaque spéculative sur une monnaie fonctionne, ça c'est des choses qu'on va voir un peu plus en détail. Alors, premier mécanisme, je disais une mauvaise gestion du risque. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'en ai déjà un petit peu parlé. C'est que l'argent qui ne coûte pas cher et qui arrive en grande quantité, eh bien, on a des banques qui sont finalement très peu regardantes sur la qualité des crédits qu'elles octroient. Hein. Je vous avais dit, plus une banque en fait a de l'argent qu'elle peut prêter, plus elle va le prêter et plus elle va prendre de risques au final parce qu'elle se dit il y a énormément de capital, je peux me permettre de prendre des risques parce que je peux investir beaucoup et je peux avoir des retours qui peuvent éventuellement combler les pertes dans d'autres secteurs. Donc les banques, déjà de fait, sont bien moins regardantes sur les crédits qu'elles font. Elles font bien moins attention donc au risque des investissements qu'elles font. Et puis, ben, forcément, elles vont prêter de l'argent à des gens qui ne sont pas solvables, à des investisseurs qui, en fait, ou plutôt des entrepreneurs, localement parlant, qui ont en fait des projets qui ne sont pas très bien ficelés et qui vont probablement s'écrouler, en tout cas ne pas fonctionner et pas fonctionner immédiatement. Et ça, effectivement, c'est un gros problème dans la finance internationale, et ce, partout dans le monde. Hein. C'est pas seulement le cas dans l'Asie du Sud-Est, on l'a vu en Europe, on l'a vu dans le monde, on l'a vu aux États-Unis. Mais effectivement, hein, plus l'argent arrive en masse, plus on peut obtenir de l'argent facilement, c'est-à-dire qu'il coûte moins cher et il arrive en grande quantité, bah, moins on va être regardant sur les prêts qu'on fait, sur les crédits qu'on va faire en tant que banque. Et ça peut effectivement poser problème à partir du moment où l'économie réagit de manière différente avec ce qu'on avait planifié. Il faut aussi comprendre une chose, c'est que dans ces pays-là, notamment la Thaïlande, eh bien, on va parler de capitalisme de connivence, c'est-à-dire que les entreprises et les banques entretenaient à cette période-là des relations très étroites avec les autorités, avec des familles très riches. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que vous avez une venue, une arrivée de capitaux absolument énorme dans cette période-là. Comme les entreprises et les autorités sont en connivence et se connaissent plutôt bien, bah déjà d'une part, les autorités vont dire aux banques et aux entreprises, vous pouvez y aller, nous au cas où on est là pour vous aider en cas de problème. Donc ça peut effectivement constituer une illustration du hasard moral, c'est-à-dire que plus une banque a les assurances de pouvoir être sauvée par les autorités, par le gouvernement, plus elle va prendre de risques en fait au final, parce qu'elle a plein d'assurances, parce qu'elle a les garanties de l'État derrière. Et le problème aussi, c'est que vous allez avoir quelques familles puissantes du pays qui vont accumuler de l'argent, mais qui ne vont pas pour autant créer de la richesse avec cet argent. Donc vous avez une venue du capital, mais il n'y a pas forcément d'investissement très profitable pour le pays, pour l'économie en tant que telle. Et donc, comme je disais, bah, cette économie ce capitalisme de connivence va encourager les banques à prendre plus de risques. Tout ça, eh ben, avec l'accord des autorités. Le deuxième aspect ou le deuxième mécanisme intéressant de la crise financière asiatique et ce qui a démarré comme une crise monétaire d'ailleurs en Thaïlande, eh bien c'est justement cette assurance de convertibilité. Ça veut dire que en fait les autorités thaïlandaises, la banque centrale thaïlandaise avait décidé de fixer sa monnaie sur la valeur du dollar.
Alors, je sais que c'est des notions qui sont pas toujours très très intuitives quand on parle de régime de taux flottants et de régime de taux à taux fixe, mais c'est quelque chose que vous allez retrouver assez régulièrement. Vous en avez déjà entendu parler, notamment en revenant sur l'historique de Bretton Woods, par exemple. En fait, quand on parle de régime monétaire à taux flottant ou à taux fixe, c'est tout simplement que les monnaies, quand elles sont à taux, on les appelle à taux flottant, où on dit que les monnaies sont flottantes, c'est en fait qu'elles ne sont pas fixées sur une valeur référence de base, comme c'était le cas avec Bretton Woods, où toutes les monnaies du monde étaient fixées sur le dollar et le dollar lui-même était fixé en fait sur l'or. C'est-à-dire que l'or à la base, il n'y a pas un attrait véritable, c'est pas une pierre magique. Très honnêtement, c'est juste qu'elle est jolie. Alors peut-être au niveau conducteur, au niveau purement chimique, c'est intéressant parce que c'est utilisé dans des technologies assez développées. Je pense notamment aux satellites ou dans la médecine où on utilise des fois l'or parce que ça a un intérêt effectivement, mais autrement, c'est pas véritablement une pierre magique. Hein, l'or, on a vraiment décidé que ça allait être une référence. C'était joli, donc on se le vendait beaucoup et c'était extrêmement utilisé dans l'économie au sens large. Et donc on a décidé en fait d'utiliser le prix de l'or. Comment est-ce que l'or en fait pouvait se vendre et s'acheter sur les marchés financiers? C'était effectivement c'est une valeur réserve. Hein, l'or, généralement on achète de l'or pour être tranquille. Et en fait, on a décidé pour Bretton Woods de dire bon ben maintenant, ce qu'on va faire, c'est fixer le dollar sur l'or, le prix du dollar sur l'or. C'est-à-dire que je ne sais plus quelles étaient les valeurs exactes. Hein. On peut parler d'une once d'or à 35 dollars. Et donc, à partir de là, s'il y a des modifications du prix de l'or, mais c'est des modifications qui sont assez faibles au final. Hein. L'or, c'est pas quelque chose qui varie ou qui fluctue énormément, le prix de l'or. Et donc, ce qui se passe, c'est que on disait, bon, ben voilà, on dit que le dollar, une once d'or, ça vaut 35 dollars. Et donc, du coup, les autres monnaies se calaient sur cette valeur référence, sur la valeur du dollar qui lui-même était calé sur l'or. Et donc, quand on parle de monnaie à régime fixe, ça veut dire que on fixe sa monnaie, on cale sa monnaie sur une autre valeur référence. En règle générale, pour ce qui est des pays en développement ou pour ce qui est de plusieurs pays, on fixe sa monnaie sur le dollar parce qu'on sait que c'est une monnaie qui se transmet bien, c'est une monnaie qui est plutôt stable malgré tout et dont en fait on a une confiance assez énorme. Et c'est surtout ça l'aspect le plus important, c'est qu'énormément de gens ont confiance dans le dollar. Donc qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont en fait caler leur monnaie sur le dollar, ils vont fixer leur devise sur le dollar en disant bon ben voilà, maintenant ce qu'on va dire c'est que normalement la valeur de notre monnaie est égale à, je sais pas moi, par exemple, 1 dollar est égal à 1,5 X monnaie. Et donc ça a un intérêt parce que ça permet en fait aux banques centrales de pouvoir d'une part convertir leur monnaie, leur devise en dollars et puis ça permet effectivement de contrôler peut-être un peu mieux la masse monétaire dans le système. Quand on a une monnaie à taux flottant, ça veut dire que en fait les monnaies ou la monnaie qui nous concerne éventuellement, eh bien la valeur de cette monnaie, son prix on va dire, est relative à l'échange qui se fait sur les marchés monétaires par rapport à toutes les autres monnaies. Donc, l'avantage d'un taux flottant, c'est que comme la monnaie s'apprécie ou se déprécie relativement naturellement, ou en tout cas elle le fait toute seule, et elle réagit à des effets d'offre et de demande, hein, effectivement, eh bien ça peut éviter d'avoir des attaques monétaires, d'avoir des attaques spéculatives sur la monnaie. Ça on va voir un petit peu plus tard, puisque ça a été le cas dans la crise asiatique, ça a été le cas en Thaïlande. On va voir comment ça fonctionne. Mais juste pour comprendre un petit peu l'intuition de base, c'est que la monnaie donc du coup thaïlandaise, le baht, était fixée sur le dollar, sur la valeur du dollar. Le dollar, c'était sa valeur référence. Donc qu'est-ce qui se passe quand on fixe sa monnaie? Eh bien la banque centrale, elle peut en fait tout simplement vendre ses bahts sur les marchés monétaires ou elle peut éventuellement acheter une autre monnaie. Généralement, pour ce qui concernait la Thaïlande et la Banque centrale à cette période, bien évidemment, il fallait racheter du dollar, puisque l'objectif, c'était de caler la valeur de sa monnaie, de caler la valeur du baht sur la valeur du dollar. Une banque centrale, par exemple d'une monnaie B, on va prendre l'exemple du baht, peut vendre ses réserves de dollars ou en acheter pour faire déprécier ou apprécier sa monnaie.
hein, le BAT. Elle est donc en mesure de garder la monnaie fixée sur sa valeur relative au dollar. Ça veut dire qu'en gros, eh bien, la Banque centrale, son job, c'était ça. C'était de faire en sorte d'avoir suffisamment de réserves en dollars pour pouvoir, au cas où, le vendre et racheter du BAT. En fait, c'est ça qui se passe. C'est que vous vendez, vous achetez pour pouvoir faire en sorte que la valeur de votre monnaie va s'équilibrer là où vous voulez qu'elle s'équilibre. Par exemple, vous avez la Thaïlande qui reçoit énormément de capitaux durant les années 90. Et cette Thaïlande, justement, qu'est-ce qu'elle est obligée de faire? Eh bien, elle est obligée de convertir l'argent, convertir les capitaux en baht. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va imprimer du baht, hein. Elle va imprimer de la monnaie, elle va créer en fait de la monnaie. Par exemple, c'est une des manières de faire, hein. Mais au bout d'un moment, à force de créer de la monnaie, ce qui est obligatoire parce que les banques empruntent en dollars puis vont investir, mais elles vont investir en bahts sur le marché domestique. Elles vont prêter de l'argent en bahts à des entrepreneurs, des investisseurs sur place qui vont par exemple créer des projets hôteliers, créer des projets immobiliers. Et ils vont payer en bahts, puisque les gens, les ouvriers par exemple qui construisent un hôtel, ils sont payés en bahts. Et donc qu'est-ce qui va se passer? On va avoir en fait une augmentation du baht dans le système. Et puis ce baht justement va en quelque sorte perdre en valeur puisque la monnaie, le baht, est de moins en moins rare, il est de plus en plus en circulation et donc du coup qu'est-ce qui se passe? La monnaie du baht baisse et donc elle baisse par rapport au dollar aussi. Donc qu'est-ce que va faire la banque centrale à ce moment-là? En fait elle va acheter du baht pour pouvoir l'extraire du système, de l'économie, hein, et elle va le faire en l'échangeant avec du dollar, le dollar qu'elle a accumulé dans ses réserves. Donc elle va vendre ces dollars pour pouvoir acheter du baht. Vous avez plus de dollars en circulation, plus de dollars dans le système, donc en soi ça va un petit peu baisser, et puis vous avez moins de bahts, du coup la valeur du baht elle est plus rare, donc elle va un petit peu augmenter. C'est comme ça qu'on arrive en fait à un équilibre entre, l'équilibre souhaité évidemment, mais entre le dollar et le baht. Si à l'inverse, on constate que le baht devient trop fort, ça veut dire que la valeur du baht est trop élevée par rapport à ce qu'on souhaiterait, par rapport à l'équilibre qu'on souhaiterait avoir avec le dollar, qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? On va échanger en fait ce dollar pour du baht et donc le dollar on va le prendre nous en tant que banque centrale dans nos réserves et on va mettre du baht. Ce baht va être en circulation dans les marchés monétaires évidemment, mais il va être en circulation dans le système économique. Et donc là, effectivement, c'est l'inverse qui se produit par rapport au phénomène expliqué avant, c'est qu'il y a plus de bahts dans le système, donc la valeur du baht va finalement baisser. Bon, c'est très grossier hein, la manière que j'ai de l'expliquer, mais c'est un petit peu comme ça que ça se passe. C'est une manière de pouvoir rééquilibrer en fait la quantité de monnaie et donc par extension sa valeur. Mais le problème, il vient du fait que si vous souhaitez acheter du baht pour faire monter sa valeur, hein, pour le rendre plus rare dans l'économie, vous devez le faire avec du dollar. Et ce dollar, vous ne l'avez pas à l'infini. C'est une réserve que vous avez constituée quand la situation économique était plutôt favorable. Vous avez acheté du dollar. Mais au bout d'un moment, votre réserve, elle a une valeur finie. Hein, elle a une valeur qui n'est pas infinie. En fait, vous pouvez effectivement imprimer du baht, vous ne pouvez pas imprimer du dollar à la place du trésor américain. Et donc ça peut effectivement poser problème parce qu'à partir du moment où une banque centrale, la banque centrale thaïlandaise, n'a plus de dollars pour pouvoir stabiliser son système, stabiliser sa monnaie, garantir une valeur référence ou garantir la monnaie ou la valeur de la monnaie plus généralement, on a un vrai problème parce que le baht, en fait, grossit, dans le sens qu'il a de moins en moins de valeur parce qu'il y en a de plus en plus dans l'économie et vous ne pouvez pas racheter ce baht parce que justement vous n'avez plus le dollar, vous n'avez plus suffisamment de réserves pour pouvoir le racheter et le prendre dans vos caisses, l'extraire de l'économie et puis justement ajuster sa valeur, le rendre plus rare et donc faire augmenter sa valeur. Et ça effectivement ça peut poser problème. Ça a été effectivement le cas en Thaïlande au moment où on s'est rendu compte progressivement que la Thaïlande, la banque centrale thaïlandaise qui était un petit peu surmenée par cette nécessité de devoir vendre son dollar, en gros liquider totalement ses réserves de dollars parce qu'il y avait tellement de bahts en circulation, il y avait tellement d'investissements, mais un investissement qui n'était pas nécessairement très productif et qui n'amenait pas nécessairement autant de retours qu'espéré, elle ne pouvait plus racheter de bahts et donc du coup la pression sur le baht était absolument énorme. Qu'est-ce qui arrive quand une banque centrale en fait ne peut plus fixer la valeur de sa monnaie, la valeur du baht dans notre exemple, sur le dollar? Elle est obligée de passer à un régime de taux flottant. En gros, c'est ça ce qui se passe.
les autorités thaïlandaises en 97, je crois que c'était en juillet, ont dû justement abandonner le taux fixé sur le dollar puisqu'elles n'avaient plus de dollars, elles n'avaient plus de réserves pour pouvoir faire augmenter la valeur du baht parce que l'objectif c'était effectivement de faire en sorte qu'il y ait moins de baht dans l'économie et donc que la valeur du baht soit en tant que telle plus élevée parce qu'elle est plus rare. Mais quand on n'a plus de dollars pour pouvoir le faire, eh bien la valeur du baht continue de baisser parce qu'elle est de moins en moins rare. Elle n'a plus de dollars pour pouvoir acheter du baht dans l'économie. Et donc ça peut effectivement constituer un vrai problème parce que plus la valeur en fait du baht baisse, plus ça va devenir très très cher de rembourser les prêts. Si vous avez une banque thaïlandaise à l'époque où le régime à taux fixe fonctionnait plutôt bien, eh bien vous avez par exemple emprunté 100 dollars qui valaient peut-être 100 bahts à l'origine, et puis à partir de l'éclatement de la bulle spéculative, à partir des problèmes en fait financiers qui ont commencé à arriver, eh bien on a de moins en moins confiance dans la Thaïlande, de moins en moins confiance dans le baht en tant que tel, dans la monnaie, et donc si la valeur du baht baisse, ça veut dire qu'il faut bien plus de bahts pour pouvoir acheter du dollar. Ça veut dire que la valeur du baht comparativement au dollar, eh bien, elle baisse énormément. Donc, l'emprunt qu'on avait fait pour 100 dollars nous coûtait 100 bahts à l'origine et tout d'un coup, il peut nous coûter 300 bahts. Parce qu'en fait, le dollar en soi, il n'a pas véritablement changé. La valeur du dollar n'a pas véritablement changé. Par contre, celle du baht, oui. Donc, en fait, ça coûte plus cher à la Thaïlande de rembourser les prêts. Ça coûte plus cher aux banques de rembourser leurs prêts. Et justement, l'écroulement économique s'opère à partir de là. Et du coup, on a une bonne transition puisque le troisième point, le troisième mécanisme sur lequel je voulais revenir, c'est l'empreinte de devises étrangères par les banques locales. C'est-à-dire que les banques thaïlandaises, en fait, empruntaient de l'argent en dollars, convertissaient ce dollar en bahts et le réinvestissaient ou le rediffusaient plus amplement dans l'économie. C'est-à-dire que les banques thaïlandaises prêtaient de l'argent aux particuliers, aux entrepreneurs locaux, thaïlandais, domestiques, en bahts. Mais évidemment, elles empruntaient l'argent en dollars. Alors pourquoi est-ce que les banques thaïlandaises procédaient de la sorte? Eh bien parce que des fois, emprunter dans une autre monnaie, ça peut être effectivement plus intéressant. Imaginez que vous avez une banque thaïlandaise qui doit faire le choix entre emprunter de l'argent en dollars ou emprunter de l'argent en bahts. À une époque donnée, là j'ai inventé, mais vous avez un taux d'intérêt sur le dollar qui est de 6%, c'est-à-dire que vous devez payer la somme empruntée plus les 6% d'intérêt, ou vous avez l'emprunt qui peut se faire en bahts, mais le taux d'intérêt est à 9%. Donc vous devez payer la valeur de l'emprunt plus les 9% d'intérêt. Évidemment que c'est plus intéressant d'emprunter en dollars, le taux est de 6%. Et les banques, c'est ce qu'elles faisaient en fait à cette période. Les banques thaïlandaises, c'est ce qu'elles faisaient. C'est qu'au lieu d'emprunter aux autres banques thaïlandaises, on l'a vu dans la séance précédente, les banques se prêtent entre elles. Elles peuvent aussi éventuellement emprunter directement dans les réserves nationales, la banque centrale. Mais si c'est plus intéressant d'avoir des réserves étrangères, si c'est plus intéressant d'emprunter ailleurs, d'emprunter dans une autre monnaie, les banques sont celles qu'elles sont. Généralement, elles vont le faire assez facilement. Et donc, vous êtes une banque thaïlandaise, vous empruntez en dollars avec un taux de 6%, vous convertissez ce dollar en bahts, parce que vous avez emprunté du dollar à hauteur de 6%, maintenant vous avez du dollar, eh bien vous pouvez revendre ce dollar sur les marchés de change pour pouvoir racheter du baht. C'est plutôt profitable pour vous parce que, souvenez-vous, la valeur du baht était à 9% d'intérêt et puis la valeur du dollar à 6%. Donc la différence que vous allez pouvoir faire entre le dollar que vous avez emprunté et le baht que vous allez revendre, ça va être l'écart entre les 9 et les 6%. Donc vous faites en fait un gain sans rien faire. En empruntant du dollar, en le convertissant en bahts et en effectuant des prêts, en octroyant des prêts, des crédits aux entreprises, aux entrepreneurs locaux, domestiques. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que c'était plus intéressant pour les banques thaïlandaises à cette période d'emprunter en dollars plutôt que d'emprunter en bahts directement, parce que les taux d'intérêt étaient plus élevés. Et donc ce système, effectivement, il peut poser problème parce que la pratique, en fait, elle est assez risquée. Si la valeur du baht, elle baisse par rapport au dollar ou que le taux d'intérêt du dollar augmente, eh bien, vous avez un problème parce que votre emprunt, vous l'avez fait en dollars, vous devez rembourser en dollars, mais vous avez entre-temps converti des bahts. Admettons que vous avez une situation avec un emprunt, vous êtes une banque thaïlandaise, vous avez emprunté 100 dollars. Et à cette époque, à cette période, eh bien 100 dollars, ça vaut 80 bahts. S'il n'y a pas de variation, c'est très bien parce que vous devez rembourser en fait 80 bahts pour rembourser 100 dollars.
Mais si vous avez une situation un peu plus tard où il y a un chamboulement économique et vous avez emprunté 100 dollars qui valaient 80 bahts à l'époque, s'il y a une dévaluation du baht, hein, c'est ce qui s'est passé, hein, mais s'il y a une dévaluation du baht et que tout d'un coup, en fait, la valeur du baht, elle est vachement plus basse qu'avant, et tout d'un coup, il faut en fait 200 bahts pour rembourser 100 dollars. Parce que l'emprunt, vous l'avez fait aux États-Unis, vous l'avez fait auprès d'une banque américaine, elle, sa monnaie, elle ne peut pas forcément changer. Par contre, la vôtre, si. Et donc, il vous faut 2 fois plus d'argent, un peu plus de 2 fois plus d'argent pour rembourser l'emprunt que vous avez fait. Là, vous avez un énorme problème, hein. Et c'est ce qui s'est passé, en fait, à partir du moment où on a commencé à avoir une perte de confiance dans l'économie thaïlandaise, a commencé à se rendre compte qu'il y avait des crises, qu'il y avait des bulles spéculatives, des bulles immobilières qui étaient en train de se faire et qu'il y avait des investissements qui n'étaient pas forcément excellents et qui n'étaient pas forcément gages de bons retours, de bons profits. Eh bien, la confiance dans une économie baisse et évidemment, par extension, la confiance dans sa monnaie baisse et la valeur de la monnaie baisse comparativement, relativement au dollar. Et donc, du coup, les investisseurs thaïlandais, mais aussi évidemment les banques thaïlandaises, quand il y a eu la crise financière thaïlandaise, quand il y a eu la crise monétaire, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Elles ont dû tout d'un coup devoir rembourser avec beaucoup plus d'argent que ce qu'elles avaient prévu, hein. Elles avaient prévu de devoir rembourser 80 bahts avec les intérêts, et là tout d'un coup, avec cette crise monétaire, eh bien, ils sont obligés de rembourser 200 bahts plus les intérêts. Donc ça fait quelque chose d'énorme. Vous déboursez effectivement bien plus d'argent. Et évidemment, les banques étant ce qu'elles sont, elles ont assez régulièrement envie de profiter de l'effet de levier, hein. Ça veut dire que, et ça, bon, on va y revenir dans une séance suivante sur l'effet de levier, comment ça fonctionne, mais en gros, c'est l'idée de, au lieu de faire un pari sur 1000 francs et de gagner 1100 francs, eh bien, vous allez faire un pari sur 100 millions. Et vous allez gagner bien plus que 100 francs. Vous allez gagner effectivement la somme correspondante, la somme proportionnelle à ça. Et donc, vous allez faire effectivement plus de profit parce que vous avez investi tout simplement plus. Et quand une banque justement veut profiter de l'effet de levier, et c'est ce que les banques thaïlandaises ont fait à cette période, elles ont emprunté des sommes absolument énormes. Et quand vous avez un remboursement qui doit être fait sur des valeurs absolument énormes, et que la valeur du BAT en fait est réduite de moitié, donc votre remboursement il est absolument faramineux. Beaucoup de banques ont dû mettre effectivement la clé sous la porte parce qu'elles n'étaient plus en mesure de pouvoir rembourser les emprunts, de pouvoir se stabiliser, de pouvoir continuer en fait à fonctionner convenablement. Le dernier mécanisme que je voulais voir avec vous, c'est les attaques spéculatives sur la monnaie. Comment est-ce que ça fonctionne? Très brièvement, en tout cas, comment ça s'est produit, comment ça s'est passé durant la crise financière asiatique. Alors, on revient sur cette idée de la banque centrale et de la valeur fixée du BAT sur le dollar, hein. Tant que vous avez des réserves, vous êtes une banque centrale, vous avez des réserves en dollars, tant que vous avez ces réserves pour justement pouvoir stabiliser votre monnaie par rapport à la valeur du dollar et donc stabiliser la valeur de la monnaie elle-même et donc maintenir un taux fixe, vous n'avez pas de problème. Mais quand le vent commence à tourner, quand on voit que les investisseurs étrangers ou locaux d'ailleurs commencent à perdre un petit peu la confiance dans la Thaïlande en se disant qu'effectivement il y a des investissements qui ne sont pas toujours très très solides, qu'en fait on va un peu plus vite que la musique. C'est un petit peu ça l'idée de toutes les bulles spéculatives, hein, ou de la spéculation en tant que telle. Imaginez, vous avez une start-up technologique qui a énormément de promesses. Eh bien, les investisseurs vont être très intéressés, vont vouloir investir dans votre start-up. Et puis, bah, les parts de votre start-up, eh bien, elles vont s'arracher, elles vont être de plus en plus rares, et donc, du coup, la valeur des actions de votre entreprise, de votre start-up, elle va augmenter. Sauf que les promesses qu'on fait dans cette entreprise, la valeur qu'on lui attribue au niveau des parts qui constituent le financement de l'entreprise, est-ce qu'il est effectivement en adéquation avec la réalité, en adéquation avec la capacité de cette entreprise-là de pouvoir produire et en tout cas de pouvoir générer autant d'argent que les promesses qu'on met en elle en estimant qu'il faut absolument acheter les parts de cette entreprise, de cette start-up. Parce qu'une entreprise qui démarre avec juste 3 personnes, même si l'entreprise est absolument révolutionnaire, pour l'instant, on n'a que 3 personnes, d'accord? Et si d'un coup l'action de cette entreprise, elle est énorme, elle vaut énormément, eh bien, on va assez rapidement avoir un problème parce qu'il y a une spéculation en fait qui est en train de se créer sur la valeur de cette entreprise, sur la valeur économique et profitable de l'entreprise, mais c'est quelque chose que l'entreprise en fait ne peut pas véritablement soutenir, hein. Au moment où il faudra rembourser, vous allez faire comment? Vous n'avez pas les capacités de production, vous n'avez pas un autofinancement qui est suffisant. Si tout d'un coup il y a une perte de confiance dans votre entreprise, comment est-ce que vous faites en sorte de pouvoir correspondre à la valeur qu'on a mis sur les marchés financiers de votre entreprise?
Eh bien, c'est un peu ça qui se passe aussi au niveau des pays, au niveau de l'investissement à l'étranger. Vous avez une confiance d'abord dans la Thaïlande, mais on va effectivement un peu plus vite que la musique, hein. On commence à vouloir trop investir quelque part dans l'économie thaïlandaise, mais cette économie, effectivement, elle a un rythme. Elle ne peut pas aller plus vite que prévu, elle ne peut pas avoir autant de retours aussi rapidement que ce qu'il faudrait pour pouvoir en fait quelque part correspondre à la promesse, hein, ou en tout cas à l'anticipation de la valeur qu'on a du pays. Et donc, eh ben, la Thaïlande va effectivement avoir un retour de manuel, si on peut dire ça comme ça, parce que les investisseurs vont prendre peur, parce que les investisseurs vont retirer leur argent quasiment en même temps. Et donc, en fait, la Thaïlande, qui, elle, avait commencé à investir au niveau domestique, avait fait des prêts, etc., eh bien, tout d'un coup, elle se retrouve avec plus rien. Mais bon, revenons sur les attaques spéculatives sur la monnaie. Comme je le disais, quand le vent commence à tourner, les spéculateurs peuvent effectivement procéder de la sorte. C'est-à-dire que vous voyez, vous êtes spéculateur, vous aimez l'odeur du sang, et vous voyez que la Thaïlande, en fait, pourrait ne pas pouvoir maintenir son taux fixe. C'est-à-dire que vous imaginez, vous anticipez, vous faites le pari que la Thaïlande a de moins en moins de réserves, ou va ne plus tout simplement en avoir, et donc qu'est-ce qui va se passer? Je l'ai expliqué, quand la banque centrale thaïlandaise ne peut plus vendre de dollars parce qu'elle en a tout simplement plus, eh bien la valeur du baht va baisser énormément, elle est de moins en moins rare dans le système, et donc la valeur monétaire, la valeur du baht baisse énormément. Et donc vous êtes spéculateur, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, un des mécanismes, enfin, le mécanisme principal, c'est en fait de commencer par emprunter de l'argent en baht aux banques thaïlandaises. Ça veut dire que vous êtes spéculateur, vous allez vers une banque thaïlandaise et vous lui dites « Bonjour, j'aimerais contracter un prêt, j'aimerais que vous me fassiez un crédit, je sais pas, j'imagine à hauteur de 100 bahts. » Les banques thaïlandaises, eh bien, généralement, elles font leur métier, c'est-à-dire que elles vous disent d'accord, on vous fait un prêt, on vous fait un crédit de 100 bahts. Mais vous, ce que vous allez faire avec ces bahts, eh bien, vous n'allez pas le réinvestir dans l'économie, hein. Vous n'allez pas consommer, vous n'allez pas investir, vous n'allez rien faire avec cet argent. En fait, la seule chose que vous allez faire avec ces bahts, vous allez prendre les bahts que vous avez obtenus et vous allez en fait échanger, convertir ces bahts pour du dollar. Ce qui peut paraître un peu bizarre, hein, au début, parce qu'à la base, vous n'aviez pas de dollars, hein. Vous êtes arrivé avec un capital zéro auprès des banques. Vous avez juste dit « Bonjour, est-ce que vous pouvez me prêter des bahts ?» La banque vous dit « Ben oui, on vous prête des bahts. » Mais vous n'avez pas mis de l'argent, hein, jusque-là. C'est juste la banque qui vous a prêté de l'argent. Donc, en soi, vous devez des bahts à la banque, mais vous n'avez pas un capital là derrière. Vous n'avez pas acheté ce crédit en soi, hein. Si, vous l'avez en quelque sorte acheté parce que vous avez acheté le possible taux d'intérêt qui peut se faire. Mais en soi, vous n'aviez pas de capital du tout. Vous êtes venu avec rien. Vous n'avez rien dans les poches. Vous êtes venu vers la banque et vous avez dit « Bonjour, donnez-moi 100 bahts. » La banque vous prête 100 bahts. Et qu'est-ce que vous faites? Comme je l'ai dit, avec ces bahts, vous allez sur les marchés de change et vous allez échanger ces bahts pour du dollar. Et maintenant, vous vous retrouvez avec du dollar. Vous n'avez plus de bahts, hein, mais vous avez du dollar. Alors, la somme que vous avez empruntée, elle est toujours à rembourser auprès de la banque. Mais au lieu d'avoir du baht, vous avez du dollar désormais. Et qu'est-ce que vous allez faire justement? Eh bien, à partir du moment où vous avez vu, et vous êtes malin, vous avez fait ça au bon moment, vous avez senti que le vent allait tourner, vous avez senti que la valeur du baht allait baisser, vous avez senti que la banque centrale allait de moins en moins être en mesure de pouvoir maintenir la stabilité, maintenir une certaine valeur du baht, et donc du coup la valeur du baht va baisser. Qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, avec vos dollars, vous allez attendre que la valeur du baht baisse énormément, elle baisse drastiquement, et donc du coup, désormais, vos dollars, vous avez 100 dollars, eh bien à la base ça valait 100 bahts, maintenant 100 dollars ça vaut 300 bahts. Donc en fait, vous avez fait un emprunt de 100 bahts, maintenant vous avez l'équivalent de 300 bahts, hein. Mais la valeur de votre prêt, en fait, si vous voulez, le contrat que vous avez fait avec la banque, c'est de lui rembourser 100 bahts, c'est pas de lui rembourser 300 bahts. Donc en fait, vous avez plus d'argent que vous en aviez avant, hein. Le mécanisme de base, c'est tout simplement rembourser l'emprunt que vous avez fait en bahts lorsque les taux en fait sont plus avantageux. En fait, on va revenir sur l'exemple plus spécifiquement, hein, parce que je sais que c'est des fois des notions qui ne sont pas très intuitives, donc c'est bien de répéter. Mais en gros, pour stabiliser la monnaie, la Banque centrale doit vendre ses réserves en dollars pour pouvoir maintenir la valeur du baht. Mais les attaques des spéculateurs, en fait, vont faire vider les réserves en dollars, hein, de la Banque centrale, hein, à force de faire justement l'opération qu'on a expliquée avant. Et s'il n'y a plus de réserves en dollars, on passe effectivement à un taux flottant. Je l'ai dit, la Banque centrale n'a plus de réserves, elle ne peut plus être en mesure de pouvoir fixer sa monnaie sur la valeur du dollar, parce qu'elle n'a plus de dollars pour pouvoir justement racheter du baht. Et donc du coup, le baht va se déprécier énormément par rapport
au dollar. Et si vous êtes spéculateur et que vous avez effectivement bien joué votre coup, eh bien, vous êtes spéculateur. Je reprends l'exemple un peu d'avant. Vous avez emprunté 100 bahts au moment où ça j'invente par contre, hein, mais au moment où le dollar avait exactement la même valeur que le baht, donc vous aviez 1 dollar égale 1 baht, vous prenez ces 100 bahts, vous les convertissez sur les marchés de change, vous obtenez 100 dollars, et puis si le baht se dévalue parce que vous avez fait effectivement le bon pari au bon moment et qu'il vaut moitié moins qu'avant, eh bien le spéculateur va rembourser son prêt, mais son prêt il l'avait fait en baht, mais maintenant il a du dollar, hein, il a 100 dollars, mais il va rembourser seulement 50 bahts parce qu'il a 50 dollars et 50 dollars ça vaut 100 bahts. Et donc du coup, il va pouvoir garder les 50 dollars qu'il avait parce qu'il a remboursé son prix, il a remboursé 100 bahts. Après, on ne lui demande pas de le rembourser en dollars entre-temps. Non, l'emprunt a été contracté en bahts. Et donc il va pouvoir effectivement garder les 50 dollars pour lui et il n'a rien fait. Il n'a pas du tout investi de l'argent à la base, il n'a pas utilisé son propre capital, hein. Il a juste emprunté auprès d'une banque, il a remboursé, mais il n'a absolument pas utilisé son propre patrimoine, son propre capital, son propre argent, hein. Il a juste créé de la valeur sur rien à la base. Eh bien, ces pratiques-là vont en quelque sorte faire exploser la Thaïlande, hein. Elles vont faire sauter la banque centrale en quelque sorte parce que vous avez effectivement emprunté du baht, donc déjà il y a plus de baht en circulation, donc ça veut dire que la valeur du baht elle baisse, et puis si vous le faites avec énormément, si vous contractez des emprunts bien plus grands que 100 dollars évidemment ça a un impact absolument énorme sur la valeur de la monnaie, hein, la valeur du baht, et évidemment vous n'êtes pas le seul à le faire, hein. Il y a aussi beaucoup d'autres spéculateurs qui vont le faire en même temps, et donc du coup la valeur du baht va effectivement s'effondrer, mais en même temps vous aurez fait de l'argent. Et donc c'est un peu comme ça que les attaques spéculatives sur la monnaie peuvent se faire. Ça a été le cas par exemple de George Soros, hein, qui est un financier anglais je crois. En tout cas, lui s'était fait connaître justement en faisant une pression telle sur la livre sterling, hein, au moment où il y avait le SME. D'ailleurs on va y revenir, hein, sur cet événement plus tard dans une des séances suivantes. Mais George Soros avait en fait effectué une telle pression sur la Banque d'Angleterre que la Banque d'Angleterre avait dû en fait sortir du système monétaire européen, hein. C'était même le directeur de la Banque centrale anglaise, hein, qui appelait George Soros en lui disant non mais arrête, parce qu'on va plus pouvoir avoir de capacité de pouvoir maintenir la valeur de la livre sterling, et ça va être la catastrophe. Et donc du coup c'est un peu ce qui s'est passé, hein, et c'est un petit peu régulièrement comme ça. Alors George Soros il avait effectivement il avait shorté, ça aussi on va en revenir, hein, c'est une pratique des traders, des spéculateurs dans les marchés financiers. On va essayer de comprendre comment ça fonctionne, mais en gros c'est un petit peu comme ça que ça se passe, c'est-à-dire qu'on va jouer sur l'anticipation qu'on peut avoir d'un événement, qu'on peut avoir d'une baisse ou d'une augmentation de la valeur, et on se fait de l'argent sur rien, et souvent on se fait de l'argent à partir de rien, parce qu'on emprunte de l'argent, on utilise un effet de levier, et puis le seul problème c'est que quand le pari est perdant, eh bien on perd énormément. Alors maintenant, on a vu les mécanismes principaux de cette crise thaïlandaise, hein, et évidemment, ça s'est propagé sur toute la région, parce que la Thaïlande n'était pas le seul pays dans lequel on avait effectivement mis beaucoup d'espoir, hein, et on avait beaucoup investi. Ça a été le cas aussi en Indonésie, ça a été le cas au Vietnam, en Corée du Sud, elle aussi. Enfin, voilà, ça a été une crise qui s'est propagée. Vous avez effectivement le cercle vicieux là. À partir du moment où vous avez une perte de confiance des investisseurs, eh bien les investissements partent en fumée, vous avez un éclatement de la bulle immobilière thaïlandaise, etc. Bon, voilà, je vous laisserai revoir ce schéma vous-même. Nous, ce qui nous concernait aussi beaucoup, hein, alors j'ai passé plus de temps à expliquer les mécanismes de la crise que de revenir sur l'intervention du FMI elle-même, mais en soi, on en a déjà parlé lors de la crise grecque. Vous avez une intervention du FMI qui est extrêmement contestée, hein. Dans les pays en crise, vous avez les entreprises ou les banques qui n'ont pas fait faillite. Eh ben, elles ont besoin de liquidité, hein, pour éviter le même sort, pour éviter qu'elles soient en faillite. Et donc on va appeler ça, ce phénomène, un bail-out, hein, c'est-à-dire que on va injecter des liquidités dans le marché, on va octroyer en fait des liquidités, des réserves aux entreprises pour leur permettre de pouvoir continuer à fonctionner, pouvoir continuer à produire, payer leurs employés. Et ça, c'est des pratiques de bail-out, hein. On va injecter de l'argent dans le système pour pouvoir le maintenir. Mais vous avez le FMI, à la base, il est censé un petit peu faire ça, hein. Il est censé venir dans un pays pour prêter de l'argent à ce pays et pouvoir maintenir la stabilité de son système. Mais lorsque le FMI arrive,
En fait, il va dire, OK, on vous prête de l'argent, on vous permet de pouvoir continuer à fonctionner, produire, payer vos employés, etc. Mais il va falloir s'adapter, il va falloir respecter nos conditions. Et donc les conditions du FMI, elles sont là aussi, elles sont drastiques, hein. On va avoir des conditions et des efforts à faire sur le budget, sur la dette, sur la régulation concurrentielle, etc. Et ça, c'est effectivement quelque chose d'assez contre-productif parce que si vous ne pouvez pas dépenser de l'argent, si vous ne pouvez pas effectivement stimuler l'économie en faisant justement une politique plutôt d'austérité, une politique de rigueur, eh bien ça va justement empêcher l'économie de se relancer, ça va justement ralentir l'économie en tant que telle, hein. On ne va pas pouvoir permettre à l'économie de rester active. Et ça, en soi, c'est une imposition d'une doctrine très libérale, hein. On revient sur l'idée du consensus de Washington. C'est-à-dire que les conditions, elles sont tellement drastiques et elles réduisent tellement les dépenses de l'État. On dit non, tu n'as pas le droit de dépenser plus que tant, plus que ce que tu gagnes déjà. Mais l'État, en fait, a besoin de pouvoir dépenser. On va limiter l'emploi et la croissance économique en demandant la réduction des dépenses aux pays concernés. Et au final, on se retrouve en fait avec des mesures qui ont des conséquences contraires aux objectifs de base, hein. Si l'économie recule faute de stimulation, eh bien, les entreprises elles vont faire faillite, hein. Et le but du jeu, c'est quand même de leur permettre de pouvoir continuer de fonctionner, de pouvoir continuer de produire, de payer ses employés, etc., d'éviter les faillites. Mais au final, en mettant en place des conditions drastiques, des conditions de rigueur qui sont très strictes, eh bien, on empêche l'économie de pouvoir fonctionner, en fait, en quelque sorte. Donc, en plus de ça, eh bien, vous avez un soulèvement populaire assez énorme, hein. Le FMI passe du statut de sauveur à celui de responsable des difficultés. Donc la conclusion ou les conclusions qu'on peut faire, c'est que de manière assez générale, on a une crise financière asiatique qui, à nouveau, est développée par la facilitation de l'accès au crédit. C'est-à-dire que tous ces flux de capitaux qui arrivent comme ça en Thaïlande, qui arrivent dans les pays d'Asie du Sud-Est, eh bien, c'est un accès facilité au crédit. L'argent arrive en masse, l'argent, dans ce cas, ne coûte pas cher, le crédit est facile à faire, mais du coup, ça laisse la porte ouverte à des bulles spéculatives, ça laisse la porte ouverte à des mauvais investissements parce que le crédit, l'argent coûte moins cher en tant que tel, hein. Et vous avez un excès de confiance dans des pays qui sont encore peu développés par les pays développés, hein. On place énormément d'espoir dans les économies comme la Thaïlande, l'Indonésie et consorts, alors que c'est peut-être justement assez risqué, hein. Ça reste quand même encore un marché émergent. Et de toute façon, même si c'est un marché émergent, les pays sont jamais vraiment à l'abri d'une crise économique, d'une bulle spéculative. Mais par contre, ce qui fait effectivement mal, c'est que vous aviez des conditions au développement qui étaient risquées, hein. On a prêté de l'argent à la Thaïlande, mais on l'a fait par l'intermédiaire de prêts à court terme. Donc, c'est pas non plus une manière de pouvoir laisser le temps à l'économie de pouvoir faire ce qu'elle a à faire. Et puis, il y a ce problème de garantie de la convertibilité qui a été extrêmement difficile à pouvoir soutenir à partir du moment où on a eu une perte de confiance dans les économies de ces pays-là. Comme je l'ai dit, le FMI a eu une intervention très contestée, a eu des demandes en fait qui étaient finalement assez exagérées, hein, par rapport à la crise qui était en train de se faire. On peut même imaginer que en fait, l'intervention du FMI aurait même aggravé la situation financière des pays de l'Asie du Sud-Est. Vous avez à nouveau, encore une fois, hein, le FMI, et là justement c'est là où on peut faire le lien avec le début du cours, où vous avez une doctrine libérale, hein. Je vous avais dit, vous avez des types de négociations qui se font justement avec des pays en connivence, et pour ça on va parler de l'OCDE. Or le FMI, c'est une institution internationale qui est censée concerner tout le monde. Or, on voit bien que le FMI suit une politique libérale propre aux pays occidentaux, propre évidemment aux États-Unis, hein. On parle souvent du consensus de Washington pour exprimer tout ça, pour illustrer un peu cette pensée libérale, cette doctrine. Et puis il y a aussi un problème au niveau du FMI, c'est qu'il y a un grand manque d'expertise. Le FMI ne connaît pas vraiment les pays dont il vient en aide. Et ça pose effectivement un vrai problème parce que on fait de l'économie, pas forcément de la même manière dans ces pays-là, mais le FMI est arrivé avec l'idée qu'il fallait répondre aux problèmes de la même manière qu'on pouvait le faire dans une économie libérale, dans les pays occidentaux. Or, l'économie thaïlandaise, l'économie indonésienne est différente. Il faut pouvoir faire l'effort de mieux connaître les pays dans lesquels on va effectivement injecter des liquidités, injecter de l'argent, savoir comment ils fonctionnent. Ça n'a pas vraiment été le cas, hein, de la part du FMI. Donc le FMI est arrivé, il a dit on vous prête de l'argent mais il faut faire comme ça, alors que ce n'était pas forcément les meilleures mesures à adopter.
À ce moment-là, c'est vrai que la question revient au niveau de la coopération financière. Est-ce qu'on peut parler d'une vraie coopération financière ou est-ce que, à nouveau, vous avez des pays puissants qui font la pluie et le beau temps, des investisseurs privés qui viennent des pays occidentaux, qui viennent des pays puissants, industrialisés, financiarisés, etc., et qui font en quelque sorte la pluie et le beau temps, parce que ces investisseurs privés, ils ont un impact sur le développement, ils ont un impact sur la croissance de certains de ces pays. On a vu que même des investisseurs privés, mais en petit nombre, comme des spéculateurs, parce qu'on a vu les attaques sur la monnaie, les attaques spéculatives sur la monnaie, eh bien, ce petit nombre de personnes peuvent avoir un impact énorme sur la politique monétaire d'un pays, sur l'économie en règle générale. On a une imposition d'une manière de faire, on fait la pluie et le beau temps depuis l'Occident, et puis quand il y a un problème, on arrive avec le FMI comme grand sauveur, mais on coopère pas vraiment. En fait, on impose notre manière de faire là aussi. Donc en fait, on a créé des problèmes à l'étranger. On vient les régler comme si on devait le faire chez nous, mais en fait, on le fait dans un pays qu'on ne connaît pas vraiment. Et en plus, on tire une balle dans le pied dans l'idée de pouvoir restimuler l'économie, puisqu'on demande des conditions drastiques, on demande des politiques d'austérité, on demande un contrôle et une grande rigueur sur l'économie, alors que dans ce genre de situation, l'idéal, ce serait effectivement de la stimuler, cette économie. Donc, on en arrive à la fin de cette séance. J'espère que c'était pas compliqué, mais si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'envoyer un email, comme d'habitude. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une excellente continuation.